Bonjour à ceux qui nous rejoignent, ceux qui nous connaissent ou pas, c'est le live de Space Apéro comme tous les dimanches. On va parler un peu d'habitude on parle d'astro, aujourd'hui ça va être un peu différent. Donc pour ceux qui connaissent, parfois voilà, quelqu'un avec moi qui va nous raconter son propre sujet de recherche. Donc je vais le laisser se présenter dans 1 minute. Mais voilà, moi je me représente, c'est Anna, je fais de la recherche en astrophysique. Et donc c'est la chaîne, sur notre chaîne d'habitude on parle de plein de trucs liés à l'astro. Et puis parfois d'autres thématiques un peu de recherche, mais en tout cas l'idée c'est ça, c'est de parler un peu de science et de recherche. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, je vois des gens, des habitués qui viennent, des nouveaux un peu aussi. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à poser des questions tout le long, donc que ça soit à notre invité du jour, qui est encore un peu mystérieux, et pour savoir un peu plus sur ce qu'il fait et tout. Et puis moi aussi, si vous avez des questions un peu, je peux essayer de répondre, même si c'est pas la thématique, ce sera pas aujourd'hui l'astro. Et donc, sans plus attendre, on va commencer. Bonjour, bonsoir Antoine. Et bonsoir Anna. Bienvenue dans ce live Space Merci. Apéro du dimanche. C'est cool de t'avoir ici. Oui, ça me fait super plaisir. Est-ce que tu veux commencer par te présenter un peu? Déjà, nous on se connaît depuis très longtemps aussi. On Voilà, était à l'école ensemble. Oui, voilà, donc je suis physicien, tout comme Anna. On a étudié la physique ensemble à Cachan. Il y a maintenant de nombreuses années, je sais pas, une bonne dizaine d'années, il y a 10 ans, une ouais. dizaine d'années. Exactement. Voilà, sinon j'ai 34 ans, je suis célibataire. T'es pas là pour draguer ce soir en fait, Si vous trouvez Antoine. beau gosse, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sexy sur le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Je crois qu'il a pas bien compris pourquoi il était là, Voilà. mais on va. Ok, d'accord, merci pour cette petite pause publicitaire. Je te transmettrai des messages s'il y en aura. Mais voilà, après, plus sérieusement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, du coup, plus sérieusement, donc, Antoine, à part Anna draguer m'a des meufs invité. sur TikTok Anna m'a invité parce que en fait, j'ai un énorme paquet de connaissances que j'ai accumulé pendant mon cursus, Ça va être ok. mon cursus scientifique. Voilà. Très bien, très bien. Raconte-nous Bon, donc. Voilà, j'ai fait une thèse de doctorat comme Anna, dans un domaine plutôt, on va dire, à la limite entre la physique et les mathématiques. Ouais, parce que là, le suspense est à son compte quand même. Genre, ça fait déjà 20 minutes qu'on est en live, on sait toujours pas c'est quoi ton domaine de recherche et de quoi on va parler aujourd'hui. Donc j'ai travaillé sur les systèmes complexes et la science des réseaux. Ok. Donc je vais expliquer plus en détail ce que c'est après. Donc t'es docteur S sciences des réseaux. Voilà, On peut dire officiellement ça comme physique ça. mathématique, mais voilà, dans les faits, concrètement, j'ai étudié la science des réseaux. Ok. Ensuite, j'ai pris un virage à 90 degrés et j'ai arrêté, j'ai fait de la biologie évolutive, Ok. plus précisément de la génétique des populations. Ok. Au terme de 2 années, j'ai repris un virage à 90 degrés. Donc ça fait 180. Donc t'es Si vous retourné, avez suivi. si vous avez bien fait les calculs. Et non, finalement, maintenant je fais de la biologie du sol. Ok, Voilà. donc encore très différent. Donc je pense que tu vas nous parler un peu des différentes thématiques peut-être. Enfin, après, si vous avez des questions et s'il y a des thématiques qui vous intéressent plus, Voilà, donc, il y a des questions, on peut aborder. physique des réseaux, théorie de l'évolution, physique des sols, biologie des sols. C'est ça. N'hésitez pas si vous voulez parler d'un sujet plus que d'un autre. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent encore. Mais du coup, après, tu vas peut-être aussi nous expliquer un peu les liens entre ces différentes thématiques, comment tu as fait un peu ton parcours, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, genre, ça a été quoi ta vie de chercheur qui t'a mené dans tous ces différents aspects, quoi. Ça peut être. Ouais, tout à fait. Ouais, le cheminement est intéressant aussi. Le cheminement fait partie du voyage, donc. Il y a eu pas mal de hasard, mais voilà. Ok, du coup, tu veux commencer de parler de quoi? Vous aussi, est-ce que vous avez des préférences? Est-ce que ça vous parle l'évolution peut-être? Ou pour recommencer un peu ta thèse? Oui, je pensais plutôt commencer par la thèse. Ouais. Faisons un peu chronologique alors, ouais. Voilà, dans l'ordre chronologique. Donc, je vais vous parler de systèmes complexes. Donc, voilà, je vais commencer par définir ce que c'est un système complexe. Donc, un système complexe, c'est un ensemble d'éléments, plutôt souvent très nombreux, qui interagissent entre eux et qui vont à échelle macroscopique, donc à échelle globale, quand on regarde le système dans son ensemble, on va avoir des comportements ou ce qu'on appelle des phénomènes émergents qu'on n'arrive pas à expliquer juste en regardant les interactions individuelles à échelle réduite. Donc, ok, donc des effets un peu de groupe, quoi, quelque part. Des effets de groupe, oui, tout à fait. Pour dire ça un peu facilement, ouais. Donc, oui, ce qu'on appelle les propriétés émergentes. Donc, en fait, on ne va pas pouvoir utiliser ce qu'on appelle la méthode analytique. Donc, on ne va pas pouvoir découper le système en briques élémentaires
Ouais. Regarder comment interagissent ces briques les unes avec les autres. Et si on essaie de remonter après au niveau global, y a quelque chose qu'on perd, quoi. Donc c'est un peu ce gap entre le comportement du système à échelle élémentaire et à échelle globale qu'on appelle la complexité. Donc c'est... Est-ce que tu peux raccrocher ça à des exemples? Parce que ça a l'air tout à fait, peu, tout à fait. Donc un exemple très abstrait, concret, quoi. le cerveau humain. Ok. Donc c'est un ensemble de neurones connectés entre eux, etc. par les synapses. On a plusieurs milliards de neurones, si je ne me trompe pas. Donc, et on comprend assez bien le fonctionnement, enfin l'interaction entre les neurones. Donc à l'échelle d'un objet, quoi, voilà. de un neurone, deux neurones, comment ils communiquent. Donc la connexion entre deux neurones, qui soit au niveau des synapses, donc c'est des échanges de molécules, etc. Des signaux électriques qui vont se déplacer le long des neurones. Ok. Donc ça, on le comprend assez bien. Mais par contre, on est complètement démuni pour expliquer ce que c'est, par exemple, la conscience ou l'intelligence, qui sont des concepts assez abstraits finalement. Donc en gros, comment, on sait très bien comment un neurone va communiquer avec un autre, mais on ne sait pas comment tous ces neurones pris dans leur globalité vont créer, nous, quoi, notre personne et notre conscience et notre cerveau, quoi. Ouais. Donc un autre exemple aussi assez concret, si vous regardez un vol d'oiseaux, un vol des tourneaux par exemple, qu'on peut voir en ce moment d'ailleurs. Donc on va avoir des milliers d'oiseaux. En ce moment, il y a des migrations d'oiseaux. Oui, c'est l'époque de migration. Ouais. Okay, très bien. Je ne sais pas si les étourneaux ils migrent, je ne sais plus, mais enfin en tout cas ils se rassemblent par milliers d'oiseaux. Pas de fake news s'il te plaît. Et en fait, donc la règle est assez simple au sein d'un groupe d'oiseaux comme ça. En fait, ce qu'ils appliquent comme règle, c'est qu'ils vont essayer de se maintenir à une distance minimum des autres oiseaux autour d'eux. À une distance minimum, c'est-à-dire ils vont pas s'approcher trop les uns des autres? Voilà, c'est ça. Donc c'est comme s'il y avait une force répulsive qui les empêchait de se rentrer dedans. Et par contre, ils vont suivre le mouvement, quoi. Donc, selon, du coup, s'il y en a un qui bouge un petit peu, ça va de proche en proche comme ça. Exactement. Donc on va observer ce genre de propagation d'ondes qui est absolument magnifique à regarder. Et ça, c'est un truc que tu peux étudier avec du coup la physique des réseaux, ce que tu as fait pendant ta thèse, quoi. Voilà. Le cerveau, le vol des étourneaux, tout ça c'est des choses... Alors c'est effectivement, donc c'est le genre de propriétés émergentes qu'on va pouvoir essayer d'expliquer avec ce qu'on appelle les réseaux. La science des réseaux, donc qui est en fait un outil qui va être adapté à l'étude de ce genre de phénomène. Ok. Et toi du coup, est-ce que dans ta thèse, du coup, c'était d'étudier certains de ces phénomènes en particulier ou c'est vraiment très théorique et du coup un peu en tout global qui ne s'intéresse pas vraiment à quel réseau tu regardes Alors, c'était un peu les deux en fait. C'était très théorique, mais c'était surtout en gardant en tête et dans un contexte de sciences sociales, donc plutôt les réseaux sociaux. Ok, intéressant, ça aussi c'est très... Et oui. Très, comment dire, d'actualité. Tout à fait. Nous-mêmes sur TikTok, en fait, on peut se faire modéliser par toi. Tout à fait, je vais vous modéliser. Par toi, n'hésite pas à nous modéliser. Bien fait. Ouais, tous les commentaires là Merci à ceux qui me disent merci, je vous lis et je vous vois, même si j'essaie de ne pas interrompre Antoine. Ok, et du coup, t'as trouvé quoi dans ta thèse alors? C'est quoi les grandes conclusions? Donc ce que j'ai fait, c'est développer un modèle de réseau. Donc, dans lequel... Si je peux t'interrompre une seconde. Bien sûr. Juste, on a un commentaire qui nous donne un éclaircissement que les étourneaux se rassemblent en hiver dans les régions méditerranéennes apparemment. Donc merci pour ce fact-checking et cette précision sur le vol des étourneaux. Merci. Tu peux reprendre. Donc voilà, je poursuis. Donc j'en étais où? Oui, j'ai développé un modèle d'interaction dynamique entre les agents d'un réseau. Donc ça peut être... un réseau social type Facebook ou alors un réseau réel, le réseau des gens qui se côtoient dans la rue. Donc, en fait, selon le type d'interaction qui nous intéresse, on va avoir un réseau différent. C'est l'interaction qui définit le réseau quelque part. L'interaction, c'est-à-dire ça peut la manière dont... par exemple, deux neurones, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, ou deux étourneaux vont communiquer ensemble, quoi. C'est ça qui va définir le type de réseau? Disons, si on considère l'interaction sociale professionnelle, on va avoir un réseau qui va être différent, même si on considère les mêmes individus. Le réseau professionnel et le réseau familial ou amical n'est pas le même, par exemple.
D'accord, juste parce que les interactions sont différentes entre des amis, la famille ou des gens du travail, quoi. Ok. Ouais. Et ça, on arrive à modéliser ça, à faire une théorie de ces interactions. Parce que là, ça ressemble plus à de la psychologie ou de la sociologie. Alors, non, c'est l'interaction au sens. Par exemple, si tu connais quelqu'un, donc voilà, on considère que c'est une interaction. Tu connais cette personne, donc dans un réseau abstrait, ces deux personnes vont être reliées par un lien. Ok. Euh, Oui, donc c'est pas exactement le détail de comment elles interagissent, non, entre elles, quoi. Ok. Non, c'est pas. Il n'y a pas d'information du type j'en sais rien, comment les gens se regardent, ou c'est plus abstrait que ça. Après, ça dépend toujours du phénomène qu'on va étudier. Donc, typiquement, si on veut étudier une propagation d'épidémie, par exemple, ce qui va nous intéresser comme type d'interaction, c'est un face-à-face entre deux personnes à une distance suffisante pour qu'il y ait transmission potentielle de l'épidémie, de la maladie. Donc, en fait, dans un même réseau, tu vas avoir toi et puis quelqu'un que tu as croisé dans le métro, mais que tu connais ni d'Ève ni d'Adam. Okay. Mais puisque tu veux étudier la propagation de l'épidémie, en fait, cette interaction, elle va justement devoir être comptabilisée pour pouvoir étudier comment va se propager l'épidémie. Ok, donc du Covid par exemple. Par exemple, du Covid, tout donc à fait. On peut faire des modèles de ça, quoi. Toi, tu as travaillé sur le Covid ou pas du tout J'ai pas travaillé sur le Covid parce que j'ai terminé ma thèse avant le Covid. Ok. Mais j'ai donné quelques cours pendant le Covid, justement, alors que je travaillais déjà en biologie de l'évolution. Ok. J'ai été sollicité pour parler un peu de ça, quoi, de propagation d'épidémie. Et tu parlais ça à qui? Genre à des gens qui essaient d'étudier ça, quoi, ou à des étudiants de master voilà, ok. en biologie, d'ailleurs. Parce que j'ai l'impression que quand même pendant le Covid, à chaque fois, il y a des... comment dire, pas à chaque fois, mais quand il y a eu le Covid, en gros, tous les chercheurs qui étaient de près ou de loin liés à un truc qui veut parler du Covid, ont tous directement fait tout le monde s'est rué, tout à fait, tout le monde s'est rué. Même dans les labos d'astro, il y avait grave des gens qui faisaient des trucs un peu de ça, parce qu'on a l'habitude de faire des trucs de grandes données, un peu, de grandes quantités de données ou des modélisations et tout, et donc tout le monde a voulu mettre son grain de sel de comprendre la propagation du Covid. Je vais juste te représenter parce qu'il y a une question de qui tu es, Antoine. Donc aujourd'hui, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, on a donc Antoine qui est genre un ami de longue date aussi et chercheur, donc physicien, et qui nous parle un peu de son parcours, qu'il a fait différentes choses. Donc là, il nous parlait de sa thèse qui était liée à la physique des réseaux. Donc c'est pour ça qu'on a parlé un peu de comment ces espèces de grands réseaux de différentes choses, que ce soit genre des oiseaux qui migrent et qui communiquent comme ça, le cerveau, ou les gens qui se contaminent par le Covid, et donc comment modéliser en fait ces grands ensembles de plein d'individus qui vont interagir et qui vont être quelque part plus que la somme de leurs individus. Tout à fait. En fait, c'est pas juste en comprenant... J'essaie un peu de summariser ça se dit pas du tout, de résumer ça, quoi. Et donc en fait, à partir d'un modèle très simple de comment deux individus dans le réseau interagissent, on peut essayer de déduire vraiment des grandes propriétés sur le réseau entier, donc comme sur le cerveau à partir des neurones ou tout ça, quoi. Et du coup, est-ce que tu t'intéresses au réseau informatique? Est-ce que ça peut rentrer dans ce cadre Oui, alors... C'est quoi les réseaux informatiques? Genre l'internet, quoi je sais pas, alors si on peut avoir des précisions peut-être? Ouais. Parce que par exemple, Antoine disait tout à l'heure aussi que pendant sa thèse, il s'est intéressé notamment aux réseaux sociaux, donc qui sont des sortes de réseaux informatiques peut-être. Et oui, il y a vraiment, je pense... Alors ce que j'ai fait à des applications dans le réseau des routeurs par exemple, donc ça va être un réseau bien physique, avec des routeurs qui sont connectés entre eux par des câbles. Genre par exemple dans une grande structure où il faut avoir internet partout, quoi, genre, non, en fait, physiquement, si tu veux, l'ensemble des pages web, c'est hébergé sur des serveurs partout dans le monde, qui sont connectés physiquement par des câbles, quoi, pour faire transiter l'information. Donc ça, c'est un réseau, en fait. Voilà, c'est un réseau qui s'est construit de manière complètement chaotique et spontanée, on va dire, puisqu'il n'y a personne, il n'y a pas eu de grand architecte qui a dit voilà, tel serveur va être connecté à tel autre. C'est quoi le grand architecte? C'est pas dans Matrix ou un truc comme ça? Oui, c'est dans Matrix. Tu fais une métaphore filée du coup de réalité. Et du coup, on a notre cher public qui a répondu oui, réseau physique et transmission d'informations.
Oui, alors il y a une application hyper intéressante des réseaux qui s'applique à ce genre de système, qui est le phénomène de la percolation. Je vais tenter d'expliquer ce que c'est. Vas-y. Donc, imaginons... Après, je reviens en question. Après, je vois qu'il y a des questions. Je te laisse terminer ça et après, je te poserai les questions qui passent. Imaginons, donc, on rassemble un million ou quelques millions de personnes dans une pièce. Déjà, c'est pas mal de grandes pièces, quoi. Voilà, une grande pièce. Donc voilà, on va en choisir, on va commencer, premièrement, on va en choisir deux. Deux personnes. Deux personnes au hasard. On va leur dire, voilà, rapprochez-vous et tenez-vous la main. Ok. Ensuite, on en choisit deux autres et on va leur dire la même chose. Rapprochez-vous, tenez-vous la main. On refait ça à chaque fois, voilà. On dit à chaque fois à deux personnes se tenir donc, la main dans la pièce, voilà. On réitère ce petit schéma un grand nombre de fois. On peut éventuellement, par exemple, voilà, on va prendre toi et Xavier, vous allez vous tenir la main. Parce qu'il y a toujours Xavier avec nous, hein, pour ceux qui nous suivent. Oui, tout le monde. C'est la petite voix Xavier qui nous surveille. Et après, il se peut très bien que moi, donc les deux autres personnes qu'on choisisse, ce soit toi et moi. Ah ok, donc moi finalement je tiendrai... Voilà, tu tiendras et la main de Xavier et ma main. Est-ce qu'on prend en compte combien j'ai de mains quand même dans cette histoire ou pas? Il faut imaginer des gens avec beaucoup de mains. Ah oui, d'accord. Pour mon exemple... Je peux tenir une infinité, 1 million de mains en même temps, quoi, par il faut à peu près 1 million de mains. Ok. Donc partons de là. 1 million de gens avec 1 million de mains dans une très grande pièce. Donc si on fait ça au hasard, qu'est-ce qui va se passer? Au début, on va avoir des petits groupes d'individus, souvent deux, qui vont être là, qui vont se tenir la main. Il y en aura quelques-uns à droite à gauche. Donc si on continue à faire ça, au bout d'un moment, on va créer des groupes un peu plus longs, des chaînes. C'est-à-dire que les gens à qui on demandera de tenir la main de quelqu'un auront déjà tendance à tenir déjà la main de quelqu'un. Exactement. Donc on va avoir des petits groupes connectés qui se tiennent la main, qui font des chaînes. Il peut y avoir des boucles éventuellement dans les chaînes, enfin c'est pas très important. Et ce qui va se passer, c'est que voilà, on va observer de plus en plus de petits groupes comme ça qui vont grossir. Donc à la fin, maintenant on va sauter, conceptuellement on va sauter en avant et on va regarder, imaginer ce qui se passe à la fin. Et en fait, tout le monde se tiendra la main. D'accord. Puisque en fait... Tout le monde se tiendra par ces millions de mains. Ça devient de plus en plus inimaginable ton truc, mais très bien, disons, attention. Donc si on imagine qu'on électrocute quelqu'un dans le groupe, en fait tout le monde va être électrocuté. C'est ça que je veux dire. Donc... Mais là t'es en train de... C'est quoi tu nous montres une expérience de torture générale Non. Donc, non, ok. Pas du tout. Ça va quelque part. C'est un petit coup de jus gentil, on va pas être trop violent. Ok. Non, ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer entre les deux. Donc à la fin, on est d'accord, on a ce qu'on appelle un sous-groupe ou un composant, un cluster, voilà, pour parler en anglais, je ne sais plus le mot français en tête, où tout le monde est connecté à tout le monde. Donc si on peut, en prenant deux personnes, on peut trouver une chaîne qui va aller de l'un à l'autre. Et en fait, si on regarde au cours du temps, donc maintenant on repart de zéro, le groupe le plus gros. À chaque instant, en fait, il y aura toujours un groupe le plus gros de gens connectés entre eux qui se tiennent la main. Au début, ce sera 2, et puis après, ce sera 3, 4, 5. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la taille du groupe le plus gros, ça va pas du tout être un truc qui va augmenter linéairement de 1 à 1 million. Ce qui va se passer, c'est que ça va quasiment stagner. Et à un moment, paf, ça va exploser. Pas 1 million d'un coup, quoi. Pas 1 million d'un coup, mais disons, donc en fait, quand on prend dans la limite d'un système immense, là on va vraiment avoir une courbe qui va exploser et passer de quasiment de 0 à, il y a un microbe qui se à des millions. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la percolation. Donc rien à voir avec le café, on a une remarque, ça n'a pas du tout... Si, ça a un rapport avec le café. Donc maintenant, si on imagine, on remplace la pièce par le café, et les gens par des petits trous dans le café. Ok. Par des petits trous dans le café? Dans le café. Des petits trous qui vont pouvoir accueillir de l'eau dans le café. Ah, ok. Et maintenant, au lieu de se tenir la main, les petits trous, ils vont avoir des galeries qui vont relier les petits trous les uns aux autres. Ouais. J'ai un peu du mal à voir, mais...
Dans tes grains de café, t'as genre des trous entre Non, pas dans les grains de café, justement, donc, le café est très tassé. Ah, ok. Mais tu vas quand même avoir des petits espaces ah oui, par où l'eau va passer. par où l'eau va passer. Ouais. Et en fait, donc pour percoler, il faut justement qu'il y ait, qu'on puisse passer d'un petit trou à un autre, pour du bas créer en haut. genre une sorte de rivière. Voilà, pour créer une café, sorte de rivière. D'eau dans le café, quoi. Ouais. Ok. Et il faut que le système ait percolé, c'est-à-dire qu'on ait une possibilité de passer. Mais, du coup, est-ce que la percolation, c'est quand on crée les liens au hasard? Demande Microbe, t'es trop mignonne. Voilà, c'est mon chat Microbe. Alors, la percolation, c'est quand on atteint un nombre de liens dans le réseau suffisant pour que d'un seul coup, il y ait en fait un composant ou un groupe géant qui va apparaître dans le réseau. Ok. Un sous-groupe géant qui va apparaître de manière assez abrupte par rapport à ce que l'intuition pourrait laisser croire, quoi. Ok, ah oui, que c'est pas du tout quelque chose de linéaire et de smooth un peu, mais genre qu'il y a genre une sorte de transition comme ça. Juste quelqu'un nous dit que le live est instable ce soir et qu'il y a beaucoup de coupures de réseau. Désolé, je sais pas si ça vient de nous ou pas, mais en tout cas, voilà. Ouais, c'est un peu des effets, c'est ça, donc c'est un peu des effets de ces réseaux en fait. Encore une fois, on en revient à ce truc-là qu'en fait, quand on a ces grands groupes de plein de petits individus qui vont interagir de manière très simple les uns avec les autres, et ben en fait, c'est pas si simple ce qui se passe à l'échelle de ce réseau global et on peut pas juste voir ça du point de vue d'interaction individuelle, quoi. Et que du coup, en fait, au lieu de, comme on penserait naturellement, tout se passe de manière de plus en plus grande, et ben en fait, on va avoir des phénomènes très un peu instables pour le coup, quoi. Genre d'un coup, il va se passer quelque chose, on sait pas exactement quoi, mais qui va vraiment changer les propriétés, quoi, de cette. C'est ça. Et du coup, ça marche c'est une propriété du système dans son ensemble et qu'on va pas pouvoir deviner en regardant l'interaction entre deux personnes. Et du coup, dans le café, c'est ce qui se passe, c'est que d'un coup, l'eau passe, quoi. Disons qu'il faut qu'il y ait une densité de trous qui laisse passer l'eau assez élevée pour que le café puisse traverser de part en part. L'eau puisse traverser le café de part en part. Et du coup, on a une question, genre, est-ce que cela est prévisible? Est-ce qu'on peut du coup modéliser et prévoir cette transition, cette percolation? Oui, alors oui. Et par exemple, ça a aussi des applications quand on recherche du pétrole. Hein. Tout le monde aime le pétrole. On adore ça, adore ça le pétrole. Donc. Aïe. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va éventuellement étudier le sous-sol avant. Ouais. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des poches de pétrole. Et en fait, il n'y a pas une grande poche de pétrole comme ça où on va juste mettre une paille et puis aspirer et tout va bien se passer. En fait, ça va être plein de petites poches isolées les unes des autres. Et justement, il faut qu'il y ait une densité en fait, de poches assez élevée et de connexions entre elles pour qu'on puisse espérer pouvoir absorber une quantité significative de pétrole. De toutes ces poches un peu... Voilà. Donc, il suffit... Par exemple, on peut avoir, j'en sais rien moi, une densité de l'ordre de 10% de pétrole dans la roche, mais vu que ce réseau n'a pas percolé, en fait, si on va réussir à avoir une poche, on va aspirer et on va récupérer une toute petite quantité de pétrole. Et du coup, on va pas du tout avoir contact avec tout ce réseau de poches qu'on voudrait nous récupérer, parce que bien sûr, on aime les énergies fossiles et on va récupérer alors que si la densité est assez élevée, et là, on va pouvoir espérer et prévoir à l'avance que effectivement, on pourra récupérer une quantité de pétrole assez importante. J'ai vu quelques questions hyper intéressantes qui passaient, donc peut-être je peux te les poser maintenant. Je pense que c'est surtout des histoires d'application, de à quoi on peut appliquer cette théorie des réseaux ou pas. Donc déjà, est-ce que cela marche pour les mouvements de foule? Est-ce que ça permet d'étudier ça? Parce que c'est quand même hyper intéressant aussi. Là, on a clairement ce genre de situation. On a plein de gens individuels qui interagissent un peu comme les étourneaux, quoi. Tout à fait. C'est, le parallèle est d'ailleurs est quasiment parfait. Hein. En fait, le mouvement, on étudie une foule exactement de la même manière qu'on étudie un vol des tourneaux. Hein. Vous savez que les gens en foule sont complètement des cervelles des tourneaux, complètement cons, quoi. On va dire assez franchement. Non, mais c'est vrai qu'en fait, dans une foule, on n'a pas trop le choix. Qu'est-ce qu'on fait? On suit les gens et puis on se positionne de manière à ne pas rentrer dans nos voisins. Donc en fait, on a appliqué tout bêtement 2 règles, c'est-à-dire suivre, enfin ou pas, mais en général, on suit le mouvement global de la foule
Donc ça, c'est de l'information qu'on récupère directement de nos voisins et on essaye de ne pas leur rentrer dedans. Donc pareil quoi. Et ça, il y a des gens, je pense, qui font des études là-dessus, non, qui essayent d'étudier les mouvements de foule et tout pour voir. Parce que c'est quand même hyper intéressant et ça pourrait potentiellement éviter. Microbe, elle s'est posée sur toi, c'est un truc de ouf là, genre. Ah, ça faisait longtemps, ça, j'avais pas vu. Microbe. On était en coloc à une époque et Microbe le connaissait déjà quand on était toute petite. Donc elle mettait des petits taquets comme ça sur les joues alors que j'avais rien demandé. Comme toujours. Sinon, j'avais une autre question qui était intéressante aussi, c'est. Parce que du coup, tu as déjà parlé un peu tout à l'heure du cerveau et de comment genre, les neurones en fait sont. C'est un réseau de neurones en fait, quoi, donc on peut modéliser ça par un réseau. Mais du coup, il y a une question aussi, je crois qu'on avait déjà parlé dans un live. Est-ce qu'on peut faire un parallèle par exemple entre les réseaux de neurones et genre la toile cosmique de l'univers, tu vois? Parce qu'il y a eu un papier qui est sorti sur ça récemment, je sais pas si tu as entendu parler. Alors, c'est quoi la toile cosmique de l'univers? En fait, je sais pas si tu vois, mais genre à grande échelle dans l'univers, la matière est répartie de manière pas complètement homogène. Mais tu vas avoir des gros nœuds, il y aura plus de densité de matière, après tu vas avoir des espèces de filaments qui les rejoignent. Et en fait, il y a eu un article il y a pas très longtemps qui est sorti, qui a été fait en collaboration par genre un ou des astrophysiciens et un ou des neuroscientifiques, donc des gens qui étudient l'univers et des gens qui étudient le cerveau. Et en fait, du coup, ils ont appliqué des méthodes d'étude des réseaux justement pour un peu décrire de manière quantitative ces deux types de réseaux, donc le cerveau et l'univers. Et en fait, ils se sont rendus compte que par ces méthodes-là de quantification, et en fait, on pouvait comparer, il y avait des similarités en fait entre ces deux réseaux, quoi, entre le cerveau et l'univers, donc des échelles complètement différentes, quoi. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant, quoi. Alors c'est marrant, c'est que justement entre des domaines complètement différents, donc voilà, tu viens d'en parler, on va observer souvent quand on regarde la structure du réseau, donc c'est la manière dont sont réparties les connexions. Donc on peut observer ça de manière avec différents degrés de finesse et de précision. On va observer des similarités donc, dans les réseaux sociaux, sur les réseaux physiques aussi, donc par exemple le réseau électrique, comment sont répartis, connectés les centrales électriques, les maisons, et puis les câbles qui passent entre les deux, donc ça c'est pareil, ça fait un réseau de distribution d'énergie. En fait, ça couvre genre des thématiques hyper différentes et variées, quoi. J'imagine que c'est un domaine de recherche où il y a genre des financements et des besoins, parce que après ça peut s'appliquer à plein de choses, quoi. Ça peut s'appliquer à plein de choses. Alors par contre après il faut faire attention parce que ça peut être tentant vu que c'est très à la mode, c'est assez récent, hein, ça a débuté dans les années 80. Et vu que c'est très à la mode, les gens ont tendance à vouloir utiliser cet outil pour tout et n'importe quoi. Et c'est pas forcément utile en fait. Donc je sais pas par exemple, là on a une question, est-ce que du coup on pourrait guérir des maladies comme Parkinson ou Alzheimer avec cette science? Je pense dans le sens où ça nous aide à mieux comprendre le cerveau et donc peut-être à... Justement, il y avait des gens qui ont étudié Alzheimer d'un point de vue structure du réseau de neurones. Ah, c'est hyper intéressant ça, genre de voir comment le réseau lui-même est altéré par cette maladie. Et donc ils avaient réussi à corréler en fait un aspect structurel du réseau et la maladie. Ok. Et donc tu peux expliquer un peu ce que ça veut dire l'aspect structurel du réseau? Alors ça, c'est un petit peu relié à la percolation finalement. En fait, ils arrivaient à... Donc plutôt que de dire Alzheimer, ça va être une maladie qui va toucher une zone du cerveau particulier et qui va mettre hors service une partie du cerveau avec une... donc lié à la mémoire possiblement. Oui, voilà, lié à la mémoire ou avec des fonctions cognitives particulières. Ils ont remarqué, donc après je ne sais pas si ça a été confirmé depuis, mais que ça en fait... ça se corrélait à une structure du cerveau au niveau global et où on avait une perte d'une propriété qu'on appelle la navigabilité du réseau. En fait c'est compliqué parce qu'il faudrait que j'explique d'autres choses entre les deux. Après tu peux faire ça juste de manière globale. En tout cas déjà je trouve ça hyper intéressant de voir que cette maladie, c'est pas une zone du cerveau, mais que c'est vraiment... globalement, ce réseau lui-même, la manière dont il fonctionne, qui est altéré. Globalement, ce qui va être altéré, c'est le fait de pouvoir naviguer virtuellement d'un neurone à l'autre.
Donc ça, c'est une propriété des réseaux qui, en fait... C'est-à-dire comment deux neurones qui sont très lointains vont pouvoir un peu se connecter, en gros, en passant par ce réseau, par ce différent... Voilà. Ça, c'est une propriété qu'on observe aussi sur Facebook. Par exemple, si vous prenez 2 personnes au hasard sur Facebook... Ah, c'est cette fameuse légende comme quoi... il va y avoir très peu d'intermédiaires. On donc, est tous en fait, genre à quoi 3, 4, 5, ouais, je sais plus combien il y avait personnes de tout le monde. C'est ça. Donc vous prenez 2 personnes au hasard sur Facebook et en fait vous allez avoir un ami, vous allez avoir un ami qui a un ami qui a un ami qui est ami avec cette personne. Quasiment à coup sûr, hein. C'est des données qui sont fournies par Facebook. Ok, bah, j'aimerais bien savoir qui est mon contact qui me mènerait à Macron par exemple, tu vois, genre peut-être qu'on peut discuter. C'est toi Xavier? Xavier il dit que c'est lui. C'est possiblement Xavier, l'homme de l'ombre qui est... qui a les ficelles dans l'ombre. Qui est toujours là. Oui, juste, je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent un peu en route. Xavier, il fait le taf, mais juste bienvenue à tous ceux qui sont là. Et encore une fois, donc aujourd'hui, on a un nouvel invité, donc Antoine. Donc c'est aussi un de mes amis de longue date avec qui j'ai fait. Donc pour le moment, voilà, vous voyez tous les potes qui font de la recherche. Et donc il nous parlait de sa thèse. Donc il a fait de la thèse sur la physique des réseaux. Et puis après, peut-être nous parler un peu de ce qu'il a fait un peu comme recherche différente. Et d'ailleurs, t'as pas fait... parce qu'on a eu Arthur qui est venu il y a quelques semaines, vous avez pas fait le même master ou un truc comme ça, non? Si, tout à fait, oui, on a fait le même master de système complexe. C'est ça, donc c'est un peu c'est différent ce que vous faites, mais il y a quand même du coup un lien entre la physique des réseaux, lui nous avait parlé genre plutôt de chimie et de... Est-ce que ça a causé cheveux ou non? Non, aujourd'hui c'était Arthur qui avait parlé cheveux. Aujourd'hui, il nous a donné la recette de comment faire du bon café, donc dommage t'as raté ça. La percolation, c'était tout à l'heure. On verra, est-ce qu'il y aura d'autres petits tips comme ça, conseils et astuces Après, quelqu'un qui nous dit qu'il connaît Elon Musk, qui lui a demandé 1 million, qui a rien lâché, bah dommage. J'avoue, si tu récupères 1 million, n'hésite pas à faire Kikro la famille. Et je sais pas si j'ai raté d'autres questions ou pas. Non? Bon, n'hésitez pas à remettre les questions parce que parfois... on a une question Xavier, dans le fond de la salle. Attends, j'ai fait quelque chose. Ouais, vas-y. Alors, c'est une question qui est un peu ancienne, qui date de tout à l'heure. 1995. Non, c'est Pilou45 qui demande pourquoi l'atmosphère reste autour de la Terre. Alors, en vrai, c'est une bonne question, mais j'avoue, c'est pas trop la thématique de genre. Est-ce qu'Antoine, tu te sens de répondre à cette question qui n'a rien à voir avec ta thématique? Bah, vas-y, hein, c'est un peu le... C'est en grande partie parce qu'on est protégé par le champ magnétique de la Terre, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Bonne réponse. Et n'hésitez pas à regarder, on a une vidéo Space Apéro qui parle de Mars et de pourquoi Mars a perdu son atmosphère, c'est parce qu'elle n'a pas d'atmosphère et voilà. Spoiler, c'est le champ magnétique. Pas de champ magnétique. Pas de champ magnétique, exactement. Pas de champ magnétique, pas d'atmosphère. Exactement, c'est ça. le fameux slogan, l'a toujours dit. Est-ce qu'il y avait d'autres... J'ai vu une question sur la physique quantique, mais je sais pas si tu te sens aussi de répondre à des trucs de plus en plus... Là, on devient vraiment CNews, quoi. Moi, la physique un mec quantique, il répond à tout, quoi. Non, c'est pas du tout... Je crois que la question c'était est-ce que la physique mécanique c'est un cas particulier de la physique quantique, mais si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, est-ce que tu veux commenter là-dessus? Non. C'est des échelles très différentes quand même, mais voilà. Ok, donc on va revenir à ton sujet de recherche maintenant. On a fait un peu des petites digressions comme ça à gauche à droite. Est-ce que tu veux peut-être nous parler, si vous avez des questions sur les réseaux, sur quoi ça peut s'appliquer, ce genre de sciences, n'hésitez pas. D'ailleurs, quelqu'un nous demande comment on calcule tout ça. C'est une bonne question. Oui. Qu'est-ce que tu fais en pratique en fait, toi? Parce que c'est bien beau d'étudier les réseaux sociaux. Ouais, alors pour ceux qui ont des notions un peu de mathématiques, ce qu'on va utiliser comme outil, c'est les matrices. Puisque finalement un réseau, en fait, on va pouvoir le représenter par une matrice, c'est-à-dire un tableau qui va lister qui va lister tous les nœuds, tous les agents qui participent qui constituent ce réseau. Donc toutes les unités, quoi, comme on avait genre tous les neurones, tous les étourneaux, ou toutes les personnes dans la foule, quoi. Voilà. Ça, tout est... Et donc en gros on a un tableau où tous les gens sont sur toutes les lignes et toutes les colonnes. Et puis on va mettre un 1 si telle personne sur telle ligne est connectée à telle personne sur telle colonne, on va mettre un 1 ici. Et sinon on va mettre un 0. Donc on va avoir un tableau rempli de 1 et de 0 tout simplement. Et en fait, voir qui est connecté à quoi. Pour voir qui est connecté à quoi. Et puis et donc cette matrice, elle va renfermer en fait toutes les informations de la structure du réseau. Et on va travailler avec ça principalement, quoi. Donc comme Glenn fait remarquer, ce qui est tout à fait vrai, tu as dû manger de l'algèbre linéaire. Parce que c'est... oui, et des statistiques.
Voilà. Mais qu'est-ce que c'est l'algèbre linéaire? Xavier nous fait remarquer que genre on balance des phrases comme ça sans même les expliquer. Vas-y, allez, explique-nous un peu ce que c'est bien, ceux qui l'algèbre linéaire, ouais, alors c'est l'étude des espaces vectoriels, je dirais. Mais qu'est-ce que c'est donc l'algèbre linéaire? Enfin non, c'est quoi? L'espace vectoriel? Qu'est-ce que c'est? Un espace vectoriel, je sais plus, Anna, je sais plus. Ok, bref, en gros, c'est un domaine des maths où il y a des matrices, plein de matrices et des vecteurs. On pourrait créer un matrix, ouais, plein de matrix et de ça. Attendez, ouais, juste, il y a eu des remarques sur le décor. Effectivement, on a changé de décor parce que Space Apéro a déménagé. Donc voilà, si vous voulez les détails, avant on faisait ça chez Xavier, maintenant on fait ça chez moi, et voilà. C'est très pragmatique en fait comme réponse. Il y a un chat aussi. Là. Il y a un chat, c'est pour pouvoir emmener microbes sur les tournages. Mais bon voilà, et comme Xavier l'a dit, en fait, c'est aussi on a changé de décor parce qu'on a tourné des nouveaux épisodes, donc pas les lives, mais les épisodes qu'on fait vraiment plus explicatifs. Et donc là, on a tourné des nouveaux épisodes, donc bientôt, vous aurez des nouveaux épisodes avec un décor encore plus beau qu'avant, et ça va être bien. Mais Anna, est-ce que tu peux nous dire quel est le prochain thème du prochain épisode? Ok, c'est un peu une digression encore, mais bon... Ou on le fait deviner peut-être. Mais ouais. Tu peux le faire deviner tout au long du bah ok, ouais, si vous voulez deviner ou proposer des sujets pour les prochains Space Apéro, donc épisodes préparés, n'hésitez pas. Et puis je pourrais vous dire, faire un peu des spoilers pour ce qui vient bientôt. Ah, une question intéressante. Est-ce que cette science, donc d'étudier les réseaux et genre modéliser les réseaux, pourrait servir au contrôle de la population, par hasard? Ça dépend ce qu'on entend par contrôle de la population. Bah déjà, si tu commences par se dire ce qu'on n'est pas, ça veut dire qu'il y a quand même une partie de contrôle. Enfin, tu vois. Bah, disons que ça quoi. permet d'établir des stratégies. Par exemple, pour répondre au mieux à une épidémie. Pardon. Donc, en fait, quand on étudie la propagation d'épidémies, la structure du réseau va déterminer en grande partie de quelle manière l'épidémie se propage. Donc, je prends un exemple. Si en fait on a... donc ça va dépendre de ce qu'on appelle l'homogénéité du réseau. Un réseau homogène, c'est un réseau dans lequel tout le monde a à peu près le même nombre d'amis ou de contacts. Ouais. Et donc va potentiellement infecter plus ou moins le même nombre de personnes. Mais attends, mais là tu parles de Covid ou tu parles de maîtriser les foules? Ben, je parle de Covid. Mais c'était pas la question, Antoine. Ça, c'est toujours politicien, on lui pose une question et il répond sur ce dont il choisit de parler, quoi. Genre vraiment, y a pas de problème. Genre, en plus, en toute détente, c'est de me la faire à l'envers comme ça. Genre, non, mais j'ai dit, je sais pas trop ce que j'entends par. Ce que notre auditeur entend par contrôle de la population. Non, mais imagine, parce que par exemple, tout à l'heure, on disait que ça pouvait amener à genre étudier le mouvement de foule et tout ça. On pourrait se dire, bon, bah, si on connaît comment ce réseau d'humains va bouger. Et bon, je suis un peu fatiguée encore aujourd'hui, hein, donc n'hésitez pas à me changer les mots. Non, ça veut rien dire non plus. Imaginez, on arrive à bien modéliser ce réseau de gens, et ben si on arrive à se dire comment modifier un petit peu ce réseau, genre, ou mettre des choses stratégiques, comme tu sais la fameuse histoire de genre si on a un ruisseau et qu'on arrive à mettre un caillou au bon endroit, ça peut faire déborder le fleuve, quoi. Enfin, je sais pas. Oui, c'est-à-dire que ça peut aider à mettre en place des stratégies qui vont changer le comportement global de la foule d'une certaine manière. Donc ça, on peut étudier ce genre de truc avec ça. Oui. Ok. Par exemple, un exemple concret, donc pour les mouvements de foule, on peut regarder ce qui se passe quand il y a toute une foule qui essaye de sortir d'une pièce par une porte. Donc une foule entière qui veut sortir d'une pièce par une porte. Ouais, donc en général, mauvaise idée quand même, quoi. Idée. Donc ce qu'on a remarqué grâce à la modélisation de ce genre de phénomène, c'est que si chacun reste calme et avance doucement, globalement ça se passe beaucoup mieux que si tout le monde se rue vers la sortie. Donc ça peut sembler un peu une évidence, mais on peut... Mais bon, ça c'est pas pour tous les trucs, genre rien que là quand il y avait le Covid, c'est pas si tout le monde reste tranquille et fait pas, le Covid va pas se propager, si tout le monde achète la quantité de PQ... Si tout le monde achète du PQ, on va bien s'en sortir. C'est ça. Et tu vois, et tout le monde est excessif à chaque fois. Donc en fait, oui. Là il y a aussi
Mais du coup, est-ce que c'est dangereux dans de mauvaises mains? Je pense pas que ce soit non plus ce genre de science qui soit à ce point-là où tu puisses vraiment directement influencer. Bah, disons que c'est pas la même chose quoi, d'arriver à influencer. Enfin, étudier les comportements humains d'une part et l'influencer d'autre part, c'est deux choses différentes pour moi. Mais là, pour la porte, du coup, quelqu'un dit il faut mettre un obstacle devant la porte, paraît-il, c'est ça? C'est possible. Ah, tu t'es avancé dans des trucs que tu maîtrisais pas complètement en fait. Non, mais c'est possible que ça régule le flux. Ouais, oui, si que tu mets les genre gens, un truc un peu avant, bah genre les gens ils ouais, peuvent c'est possible. Bon, là, ça suppute sans avoir de vérité. Donc Je crois, les yeux fermés, cet auditeur éclairé. Ouais, Xavier dit qu'il y a une question qu'on a. Est-ce que la physique des réseaux, c'est plus des mathématiques que de la physique? Ah, bonne question. Oui, dans le sens où, par exemple, il n'y a pas d'énergie dans un système, dans un réseau. Voilà, donc, c'est pas vraiment un système physique au sens traditionnel du terme. C'est juste que c'est une discipline qui a été. T'as dit parce qu'il n'y a pas d'énergie dans ce. Ouais. Ah, c'est marrant parce que quelqu'un posait exactement la question est-ce qu'il y a une notion d'énergie dans ce domaine? Ah ouais, super. Ouais, vous êtes tous connectés les uns aux autres par votre réseau de donc, neurones. on peut éventuellement faire des analogies et étudier, par exemple, utiliser la notion d'énergie qu'on utilise pour la physique des gaz, par exemple, pour étudier certains réseaux, comme un réseau de neurones, mais c'est pas forcément nécessaire. Et donc en fait c'est historique, c'est affilié à la physique de manière historique, puisque les premiers qui ont utilisé ces approches pour étudier le cerveau, les réseaux biologiques, c'était des physiciens. Voilà. Big up les physiciens. Ouais. On a eu genre quelques questions au passage, donc je représente Antoine pour ceux qui nous ont rejoints maintenant. Donc le live c'est Space Apéro, on parle de science, souvent d'astro, et aujourd'hui on a notre cher invité Antoine qui lui est un physicien des réseaux justement, il nous a raconté un peu ce que c'était sa thèse et tout, et qui va nous raconter un peu d'autres trucs quoi. Et merci à tous ceux qui nous disent qui trouvent ça intéressant, et courage à ceux qui aiment bien la science et qui peuvent pas et qui disent que je devrais pas en faire. Juste, désolée, je me suis perdue dans ma phrase, j'ai essayé de faire trop de choses en même temps. Je voulais répondre à une question que j'ai. Ah oui. Non, en fait, je voudrais. Parce que je vois qu'il y a une certaine inquiétude qui monte dans les commentaires. Est-ce qu'on peut utiliser cette science, donc la science des réseaux, pour vraiment avoir un contrôle des populations fort et tout ça? Mais je pense que c'est pas vraiment. On peut s'inquiéter parce qu'il y a des stratégies, mais c'est plus, je pense, lié à la psychologie, tous les trucs, mais c'est souvent utilisé pour comment vous vendre des trucs en fait. Quoi. Donc, c'est pas, je pense que c'est pas d'Antoine qu'il faut s'inquiéter, mais il faut plutôt regarder sur les. C'est pas directement relié, mais effectivement, bien sûr, quand on utilise un réseau social, on va laisser des traces de tout un tas d'activités qu'on fait dans notre quotidien, la manière dont on navigue, etc., qui vont pouvoir être utilisées. Mais ça, effectivement, c'est plutôt de la psychologie. Ouais, en fait, il y a plein de choses qui vont entrer en jeu, mais de la science des réseaux. C'est pas une science particulière qui va être mauvaise en fait. On peut pas dire que c'est la science des réseaux, vu qu'elle permet d'étudier les grands groupes, que c'est quelque chose de forcément nocif de toute façon. Je pense qu'il faut juste voir qui fait quoi et dans quel but, quoi. Mais faut pas forcément diaboliser un domaine de recherche comme ça. Ouais, et du coup, est-ce que peut-être on peut passer à ton autre sujet de recherche? Ouais, bien sûr. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur les réseaux, on peut continuer d'y répondre, mais parce que je pense que c'est aussi intéressant ce que Antoine a fait après. Et non, on parle pas Coupe du Monde ici, s'il vous plaît. On boycotte sur Space Apéro, donc non merci. Et ouais, j'ai vu des questions d'astro passer aussi, donc aujourd'hui je pense que je vais pas trop y répondre parce qu'on a Antoine qui est là, donc c'est cool d'entendre un peu parler de ce qu'il fait, mais on fera d'autres lives où on reviendra sur des questions. Il y a eu un petit parallèle quand même entre les réseaux et la toile cosmologique. La toile cosmique et le cerveau, quoi, des réseaux similaires. Vas-y, du coup, tu veux nous raconter un peu ce que tu as fait après. Donc là, du coup, c'est ce que tu faisais dans ta thèse. Voilà, c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse. Et après, qu'est-ce qui s'est passé, Antoine? Après, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais un peu sceptique vis-à-vis de cette science. Ah ouais? Ouais. Donc, comme ça, tu t'es dit, je viens de passer 3 ans de ma vie à étudier un truc. Et en fait, oui, parce que c'était... j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop d'engouement, donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, et qu'on avait tendance à vouloir utiliser cet outil que sont les réseaux
pour tout et n'importe quoi. C'est comme le machine learning un peu quoi, comme pour la toile. Par exemple. Ouais. Donc, je suis pas sûr, hein, mais je m'avance un peu en disant ça, mais je suis pas sûr que ça ait apporté grand chose en termes de faire cette comparaison-là entre. Non, je pense pour que expliquer la cosmologie, quoi. Je pense que là, c'était plus un truc un peu en mode. C'était un petit papier de dire, ah, regardez ce que c'est intéressant, tu vois. Juste, je pense qu'il y a aussi ce truc de faire arriver les gens aussi parfois en recherche, tu vois, et de reconnecter avec. Le public comme ce qu'on fait maintenant, tu vois, et genre en fait il y a des idées comme ça qui vont parler à tout le monde et qui sont intéressantes. En plus là quand c'est quantifié d'un point de vue scientifique, ça peut être intéressant quand même. Bien sûr. Bon, ne prenez pas ça comme argent comptant, ça n'engage que moi. Ne polémiquons pas aujourd'hui. J'ai pas été. J'en ai eu marre, quoi, tout simplement, des réseaux. On peut dire ça tout simplement. Voilà, par tous les trucs, quoi. Je pouvais plus. Donc, voilà, j'ai pris le large et j'ai pris une année sabbatique. Hein, les chercheurs prennent des années sabbatiques, peut-être de temps en temps. C'est vrai qu'il y a eu ça aussi, ouais. Ça fait toujours du bien. Et quand je suis revenu, donc du coup, pendant ton année sabbatique, tu peux quand même nous mentionner que tu as fait le tour du monde, d'est en ouest. J'ai fait un tour du monde. Tu as fait un tour du monde, qui dit ça. Et donc je suis revenu et là je regardais un peu au hasard des opportunités. Donc j'avais eu une discussion pendant ce voyage avec quelqu'un, on avait parlé un peu d'ancêtres communs, donc le dernier ancêtre commun à tous les êtres humains, donc j'avais un peu creusé cette thématique. Donc le dernier ancêtre humain commun, ça serait de se dire tous les humains qui existent sur Terre maintenant, par qui ils sont reliés, à qui a été la personne qui a... Ok. Adam. Alors, je vais y revenir. Ah, quelqu'un dit Lucas. Adam, Lucas, comment Donc, c'est ni Adam ni Lucas. Enfin, si, c'est... Bon, bref. Laissez-moi reprendre là où j'en étais. Donc, oui, j'ai découvert cette thématique, j'ai un peu creusé. Je crois qu'il y a des membres de ta famille qui t'envoient des petits messages. C'est vrai? Je sais pas si c'est qui? Alors, un petit message perso. Antoine, Sully te regarde et dit qu'il t'adore. Sully? Ah non, c'est pas ma famille. C'est pas ta famille ni tes amis? Ça va peut-être le devenir. Ok, my bad. Si, Sullivan, d'accord. Oui. Coucou Mélanie et Sullivan, ça doit être ça. T'oublies ta famille, quoi, du coup. C'est pas ma famille. C'est tes amis, ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Tu parlais du dernier ancêtre commun aux humains. Donc voilà, ensuite je suis rentré de mon voyage, j'ai trouvé une opportunité pour travailler sur la théorie de l'évolution. Donc en tant que chercheur, tu as fait ce qu'on appelle un postdoc, quoi, c'est-à-dire un contrat court. Au revoir à ceux qui partent, merci de l'avoir suivi. Ouais, au revoir. Et voilà, donc j'ai complètement bifurqué. Voilà, j'ai travaillé sur la théorie de l'évolution et plus spécifiquement la génétique des populations, donc qui étudie la diversité génétique au sein de différents groupes, et plus spécifiquement sur l'espèce humaine, mais bon, c'est très général en fait. Ok, mais du coup, ça a été facile déjà de bifurquer comme ça, de changer Enfin, ça me semble un peu bizarre de changer de thématique de recherche. Alors ça a été pas facile, mais ça s'est très bien passé. En fait, c'est un domaine de la biologie qui est très porté sur les maths. Donc en fait, les biologistes vont être un peu frileux et on va retrouver, ça va être pas rare de retrouver des mathématiciens ou des physiciens dans cette branche de la biologie. Donc c'est-à-dire les outils en gros que toi tu as appris et que tu as appris à utiliser dans ta thèse sur les réseaux, en fait tu pouvais les réutiliser dans ces recherches-là, quoi. Donc, pas les réseaux directement, mais tout ce qui est les outils statistiques. Il y a beaucoup de statistiques dans la génétique des populations. Une petite question peut-être, même deux petites questions avant de te laisser développer ta thématique exactement. Est-ce que tu sais répondre? Est-il vrai que notre ADN est constitué de virus? Si oui, sous quelle proportion d'après vous? Alors oui, il y a des transferts d'ADN, donc il y a des parts de notre ADN effectivement qui nous ont été données par des virus il y a très longtemps. Je ne saurais pas dire dans quelle proportion. Mais, on fera venir une ou un biologiste pour répondre à cette question. Moi, je connais pas le détail de toute façon, tu vas nous dire dans une minute de la biologie, mais ce que tu fais là-dessus. Mais oui, c'est vrai. Une autre question, donc je pense, ça c'est encore pour revenir vite fait sur les réseaux. Est-ce qu'un jour, à force d'étudier les réseaux, on pourrait améliorer le système neuronal de l'homme, comme les mantas de Dune?
Ce serait stylé en vrai. Je sais pas si c'est vraiment dans ton domaine de compétences encore ça. T'en es où sur les expérimentations humaines? Donc il y a un projet qui s'appelle le Blue Brain, je pense, qui est un projet qui se développe en Suisse, donc dont le but est de cartographier tout le connectome. Donc ce qu'on appelle le connectome, c'est toutes les connexions qui existent entre tous les neurones dans un cerveau humain. Ça doit être donc il faut savoir qu'il y a quelques milliards de neurones, et chaque neurone va être connecté à quelques milliers, dizaines de milliers, voire millions d'autres neurones. Donc c'est un objet qui est incroyablement complexe. Je pense que c'est dur de se représenter ces ordres de grandeur comme ça naturellement. C'est très dur. C'est rien qu'en taille d'ordinateur pour modéliser tout ça, ça doit être immense, non? Enfin, tu peux nous donner un peu des ordres de grandeur pour... C'est monstrueux, mais le but c'est d'essayer peut-être de recréer l'intelligence, mais avec un cerveau électronique, quoi. Ah ouais, aïe. À force de jouer à l'apprenti sorcier. Donc bon, ça peut faire un peu peur, mais... Ouais. Ok, intéressant en tout cas. Une autre question, alors ça c'est très spécifique. Les tests génétiques 23,5 là, pratiques pour détecter les haplogroupes. Alors déjà, je sais pas ce que c'est un haplogroupe. Qu'est-ce que c'est un haplogroupe? Oui, alors un haplogroupe, ça va être des gens qui partagent un certain lien de parenté, on va dire. Donc ça va être un petit groupe qui va avoir des liens de parenté plus proches qu'avec un autre groupe. Donc ils sont assez proches génétiquement. Donc là, on retourne sur tes recherches. Et donc voilà, 23andMe, c'est une entreprise. Si vous envoyez votre ADN, ils vont analyser votre ADN, ils vont le comparer à l'ADN de milliers d'autres personnes dans le monde. Et ils vont pouvoir vous dire, vous avez tel degré de ressemblance avec telle ou telle région géographique. Et ouais, du coup, ils vont trouver genre là dans le monde où les gens ont des gènes les plus proches de toi, quoi. Voilà. Donc il faut savoir que ça peut être intéressant, ça a des limites, puisque ça repose sur des statistiques, c'est pas infaillible. Mais effectivement, si on étudie les génomes à travers le monde, on peut regrouper, on va avoir des similarités géographiques. Mais du coup, j'imagine déjà un truc important, c'est que pour pouvoir vraiment faire ça de manière significative, il faut avoir des échantillons d'ADN qui viennent un peu partout, quoi. Sinon ça perd un peu de son sens, quoi. Oui. Et du coup, est-ce que ça c'est lié un peu à ton sujet de recherche? C'est lié à mon sujet de recherche, oui. Bah vas-y, je te laisse te raconter un peu. Donc la génétique de population, ça étudie la diversité génétique dans les populations. Donc c'est très directement lié à cette histoire de 23andMe qui va pouvoir... Et ça, c'est des outils que vous pouvez utiliser en tant que chercheur ou pas? Vous avez accès à ces données-là Non, c'est un truc qui a été breveté, mais c'est des techniques qui sont assez basiques, on va dire. D'accord. Et bien connues. Non, mais je veux dire plus dans le sens qu'en fait, eux, ils ont récupéré genre les gènes de tellement de gens aux données. Je sais pas. Je pense pas qu'ils partagent ça leurs de données manière anonyme. Malheureusement. Ils vont juste s'en servir pour nous vendre des trucs encore, mais pas juste pour faire... Peut-être qu'il y a une question de Xavier, reliée par Xavier. Juste par visiteur qui posait la question sur, en fait, sachant que notre corps contient plus de bactéries que de cellules personnelles, qui sommes-nous? Voilà Antoine. C'est la question que je me pose tous les matins. Moi aussi. Qui sommes-nous? Allons-nous? Pourquoi vivre si à la fin on meurt? Mais on ne va peut-être pas rentrer. On fera venir une ou un philosophe un jour pour répondre à ce genre de questions. Mais effectivement, oui, on a plus de cellules bactériennes dans notre corps. Qui ne sont pas de notre propre gène. Qui ne contiennent pas notre information génétique. Donc qui sont des corps étrangers, mais qui sont en symbiose avec nous, puisque on a besoin des bactéries qui sont essentiellement, enfin pas essentiellement, mais en grande partie, on a énormément dans le système digestif. Donc nous sommes tout cet ensemble de cellules, et bactéries comprises, quoi. Et du coup, vas-y, parce que je sens qu'on n'arrête pas de se digresser de ton sujet, vas-y, c'est alors, quoi du coup la génétique des populations? Donc ce qui se passe dans une population qui se reproduit, on va avoir différents processus qui vont soit augmenter, soit diminuer la diversité génétique. Donc qu'est-ce que c'est la diversité génétique? C'est si on compare notre génome,
on va avoir des différences. Donc notre génome, c'est notre information génétique qui en gros décrit qui on est, quoi. Genre chacun, par exemple, qui va dire que j'ai les yeux bleus, que j'ai les cheveux comme ça, que même plein de choses de moi en fait. Donc, pour ce qui concerne un généticien des populations, le génome c'est en gros un code à 3 milliards de lettres. Donc 3 milliards de lettres les unes à côté des autres, et ces lettres c'est pas de A à Z, c'est il y en a 4, A, C, G, T. Donc on a un code quoi, voilà, où chaque lettre peut soit être un A, soit être un C, soit être un G, soit être un T, et il y en a 3 milliards. Donc ça c'est en gros, grosso modo, hein, très schématiquement, ce qu'il y a comme information dans notre génome. Et donc, si on compare nos deux génomes, sur ces 3 milliards, il va y en avoir à peu près 1 pour 1000 qui vont être différentes. Mais déjà, est-ce qu'on n'a pas, sur ces 3 milliards, on n'a pas 98% de trucs communs avec la banane, par exemple, non on a alors, avec la banane, je sais pas. Je sais qu'on a 99%. Désolé, avec les grands singes, donc les chimpanzés. Déjà, avec la banane, ça semble encore plus lointain, quoi. Et, je sais pas. Peut-être que c'est une fausse info. Hein, la banane, je sais pas. Mais en tout cas, avec un bonobo, vous partagez 99% de votre ADN. Et du coup, nous, tu as dit 1 pour 1000 différents, donc on est à 99,99 pareil. Non, 0,9. Ah, 99,9. Ah oui. 1 pour 1000. Ah, donc 3 milliards du nucléotide divisé par 1000, ça fait 3 millions. On va avoir 3 millions de lettres qui vont être différentes. Ok. Et donc ensuite, qu'est-ce qui fait cette diversité? Donc on va avoir ce qu'on appelle les mutations génétiques, qui sont soit dues au hasard lorsque l'ADN se recopie, et pour créer d'autres cellules. Comme dans X-Men un peu ou... Ah bon? Je sais pas, c'est des mutants les X-Men. Est-ce que ça j'étais parti sur Men in Black. Non. C'est des mutants génétiques, comme dans X-Men, c'est des mutants, tout à fait. Sauf que leur mutation est un peu plus extrême, quoi, c'est ça? Voilà, puis elles sont un peu cool, quoi. Ils ont des oui. Alors nous, la mutation en général, c'est quoi? C'est juste. Les mutations en général, la très grande majorité, ça va juste te tuer, quoi. Ce qu'on appelle des mutations délétères. Donc en fait, si tu as un truc qui va modifier la mauvaise protéine dans ton corps, ça va être un truc qui va être mortel. Donc c'est un peu moins stylé que les X-Men. Oui. Donc la très grande majorité des mutations sont délétères. Donc, vont soit vous tuer, soit réduire votre capacité à vous reproduire et à vivre, tout simplement. Mais ça se passe comment ça se passe à quel moment la mutation, en fait? Moi je mute au cours de ma vie? Ou est-ce que c'est que c'est genre, si je fais un enfant, il va avoir des mutations, enfin c'est à quel moment Alors il y a des mutations il peut y avoir des mutations à chaque nouvelle cellule créée dans votre corps. Donc toutes les cellules dans votre corps vont pas avoir exactement le même matériel génétique. Ok, mais ça se propage ou pas? Parce que s'il y a une cellule qui mute, ce qui va se propager, c'est si ces mutations ont lieu dans les cellules sexuelles. Donc les spermatozoïdes pour les hommes et les ovules pour les femmes. Donc là, cette mutation va être transmise. Je crois qu'en moyenne, pour les humains, il y a environ quelques dizaines de mutations, donc sur 3 milliards de nucléotides, qui vont différencier de vos parents, quoi. Ok, mais du coup, t'as dit combien? 10? Non. Quelques dizaines. Quelques dizaines. Du coup, c'est rien, non? Ça fait un vrai effet. C'est pas grand-chose. Il faut vraiment que ce soit les bons 10 qui changent pour avoir après des yeux qui font des lasers ou des... Oui, sachant qu'en plus, il y a aussi une très grande majorité, une grande partie du génome où les mutations vont être neutres. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de répercussions, puisque ça va être, une partie de l'ADN qui est non codante. Qui est non codante, c'est-à-dire qui ne sert à rien? C'est pas que ça sert à rien, mais... on a une partie de notre... Alors, on ne sait pas tout à ce propos-là, et moi en particulier, puisque c'est pas mon domaine de prédilection, mais il y a... donc, tous les morceaux d'ADN ne vont pas être transcrits et ne vont pas servir à créer des protéines. Ok. Ça ne veut pas dire que ça sert à rien, mais en tout cas, c'est pas transcrit pour créer des protéines. Voilà. Une petite parenthèse, ça fait déjà 1 heure qu'on est en live, tu veux continuer un peu ou comment tu sens? Continue, allez, jusqu'au bout de la night. Vas-y, ça a l'air d'être intéressé. J'ai vu plein de questions passer là, je sais pas si...
Je sais pas si Xavier, t'as un peu noté des trucs. Déjà, là, il y a une question sur les yeux clairs. C'est juste 20 000 ans en arrière, mais je crois que, ouais, j'avais cru lire aussi que c'était une personne qui a eu cette mutation des yeux clairs, et après, ça, bah, c'est-à-dire qu'on est tous... Nous, on a un ancêtre commun un peu... C'est possible, peu, puisque après, il faut savoir que le dernier ancêtre commun, donc on ne peut pas l'identifier précisément, ouais. C'est au sens littéral. Hein. Donc vous regardez dans votre arbre généalogique, évidemment, ça se perd très rapidement, mais on estime que le dernier ancêtre commun à tous les êtres humains vivants aujourd'hui ouais. date de peut-être 10 000 ans, voire moins, selon les estimations. Ah, c'était il n'y a pas si longtemps du tout, en fait. 10 000 ans ? Ouais. Attends, mais 10 000 ans, c'était... Bah, ça fait un bail quand même. C'était jeudi. Non, mais je veux dire... Jeudi, putain, ça passe. C'est pas perdu dans l'histoire immémoriale. Ouais, le temps file. Ouais, 10 000 ans de ça. Non, mais c'est pas perdu dans l'histoire immémoriale. Tu vois, genre, c'est encore... C'est genre... C'est pas préhistorique, quoi. C'est complètement historique. C'est ça qui m'avait frappé, moi. Et c'est... On peut replacer historiquement, il se passait quoi il y a 10 000 ans En fait, Xavier est historien aussi de formation, si jamais il peut nous éclairer là-dessus. Alors, 10 000 ans, c'est comment ça s'appelle, la transition néolithique. Donc, c'est la conquête de l'Europe par les agriculteurs, en gros, qui venaient de Turquie et du Moyen-Orient. Et du coup, il y a un de ces agriculteurs qui est genre notre ancêtre à tous. Alors pas forcément, donc on ne sait pas, voilà, c'est un ou une déjà. Ouais. Et ça peut être, ça peut être quelqu'un ailleurs sur la planète. C'est pas forcément, il n'y a pas que. Oui, mais je veux dire. Pas que l'Europe dans la vie. Certes. Mais je veux dire, c'est vraiment quand même hyper bizarre de se dire que c'est incroyable. De 10 000 ans, il y a une personne, et en fait, là, sur n'importe quelle partie du monde où on regarde, en fait, on est tous reliés à cette personne-là. Tout à fait. En vrai, mais c'est peut-être ça qu'il faudrait dire comme message aux Zemmour et autres là, de notre temps, qu'en fait, il y a 10 000 ans de ça, et on était tous... Au sens littéral. Donc après, on peut aussi... Donc cette personne-là, c'est soit un homme, soit une femme. T'as viré mon message politique, là, genre... Mais non, mais c'est génial, je vais justement approfondir, je vais aller dans ton sens. N'hésite pas à monter dans mon sens, s'il te plaît. Cette personne, donc, qui est notre dernier ancêtre commun le plus récent, on ne peut pas savoir qui c'est. On peut aussi définir ce qu'on appelle la Ève mitochondriale et l'Adam Y. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Là, ça balance des mots, quoi. Ouais. Il faut savoir que, en fait... On dirait presque une insulte, espèce de Ève mitochondriale. Quand on est un mâle, on a un chromosome sexuel X et un chromosome sexuel Y. D'accord, ouais. Donc c'est en gros ce qui définit qu'on est un homme. Et du coup, quand on a une femme, on a 2 chromosomes X. On a 2 chromosomes X. Donc ça veut dire que, en fait, ton chromosome Y, si tu es un homme, parce que, il a forcément été hérité de ton père. Parce que rappelons comment on se reproduit. En fait, quand la maman et le papa s'aiment très fort, il y a donc un spermatozoïde et une ovule qui se rencontrent. Et du coup, le bébé va récupérer, genre, pour chacune de ses 23 paires de chromosomes, il va récupérer un chromosome du papa et un chromosome de la maman. Et du coup, il a 23 nouvelles paires de chromosomes comme ça. Voilà. Et du coup, vu qu'il n'y a que les hommes qui ont des chromosomes Y, et ben en fait, si le bébé récupère un chromosome Y, c'est forcément tout à fait. papa. Tout à fait. Donc on récupère forcément un chromosome X de notre maman, et avec à peu près une chance sur 2, un chromosome Y ou X de notre père, qui va déterminer si nous-mêmes sommes hommes ou femmes. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire que notre chromosome Y, si on est un garçon, il est forcément hérité de notre père, qui lui-même l'a hérité de son père, qui lui-même l'a hérité de son père. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte ce qu'on appelle une lignée patriarcale. On va pas trop parler de patriarcat ici, mais on va très bientôt parler de matriarcat. J'aurais pu commencer d'ailleurs par le matriarcat. Mais je pense que je vais le plus à l'honneur si je parle du matriarcat en dernier. Très bien. Bref, donc voilà, on peut remonter, chaque homme sur Terre peut remonter sa lignée patriarcale. Et si on fait ça, il y a un moment où on va, toutes les lignées vont converger, donc pas forcément au même moment, ouais, okay. Mais il y a un moment où il y aura un bonhomme qui a vécu à peu près il y a 150 000 ans, 200 000 ans selon les estimations. Il y a beaucoup plus longtemps que le dernier ancêtre commun. Il y a beaucoup plus longtemps, il y a 10 fois plus longtemps, mais c'est pas tant que ça non plus. Et qui lui aurait probablement vécu en Afrique, ouais. Et qui est un ancêtre commun à tous les hommes qui sont vivants aujourd'hui.
C'est lui l'origine de ce chromosome Y que tous les... Voilà. Que tous les... Voilà. Ok. Donc, tous les chromosomes Y qui sont... Et lui, il a un petit nom aussi ou pas? C'est le Adam Y. Voilà. Adam Y Adam. Ok. Donc attention, ça ne veut pas du tout dire que c'est le seul mâle de son époque, de sa génération, qui a donné des descendants à l'heure actuelle. Bien sûr. Oui, donc c'est une distinction qu'il faut faire, puisque c'est pas... mais c'est juste que du coup, il y en a qui ont en cours de route récupéré son... en fait, c'est pas du tout notre seul ancêtre mâle de cette époque. Ouais, mais comment ça se fait que du coup que tout le monde a récupéré son chromosome Y à lui? Ça, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique. C'est ce qui fait que donc c'est un phénomène qui est dû au hasard et que en fait tout le monde ne va pas se reproduire à chaque génération. Donc en fait à chaque génération il y a des lignées qui sont perdues. Tout est brassé un peu quoi en fait. Tout est brassé. Il y a des gens qui vont laisser des descendants, d'autres non. Et en fait au cours du temps il y a des lignées qui sont perdues. Et donc le parallèle c'est que si on remonte dans le temps en fait les lignées convergent. Donc c'est pas évident à voir, c'est beaucoup plus facile avec un schéma. Bon là on n'a pas accès maintenant. Mais, allez, le mur, on sacrifie le mur. Mais voilà, quand on remonte dans le temps, les lignées convergent. On essaierait de faire un épisode Space Apéro, en vrai on en a déjà parlé avec toi, pour pouvoir faire vraiment comme on fait sur les épisodes, de faire des animes un peu clairs pour voir un peu tous ces trucs là quoi. Mais, donc maintenant la Ève mitochondriale. Donc les mitochondries, c'est une partie de notre ADN. Quelqu'un a dit, est-ce que la mitochondrie c'est la power cell of the cell, powerhouse of the cell? Powerhouse of the cell. C'est ce qu'on entend partout. C'est-à-dire que c'est ce qui fait l'énergie de la cellule? Ouais, alors c'est là que va être produite l'énergie dans la cellule, l'énergie chimique stockée dans les cellules ATP. Donc je sais plus à quoi ça correspond cet acronyme. Un truc de chimiste encore ça? Ouais. Très bien. Donc, ça sert à d'autres choses, mais en tout cas c'est un truc qui est séparé de notre ADN. Donc qui se balade dans la cellule aussi. Donc c'est-à-dire qu'à la base, c'était comme tout à l'heure, on a parlé des virus qui contribuent à notre patrimoine génétique, à notre information génétique, c'est genre des trucs qui étaient peut-être avant extérieurs et qui ont mergé en nous. Tout à fait, la mitochondrie, a priori, c'est justement un petit organelle, quoi, une petite part de notre cellule qui, a priori, avant, était en fait quelque chose qui était un corps étranger par rapport à l'animal dans lequel il est rentré. Et qui a fini par vivre en symbiose. Oui. Mais du coup, c'était bien avant l'apparition de l'espèce humaine et ça remonte à des millions d'années. Quoi. Ok. On nous dit que la mitochondrie utilise l'oxygène pour créer l'énergie du corps humain. True or false? Oui. Je crois qu'il y a une oxydation. Une oxydation donc, de l'ATP. Alors je suis pas entièrement sûr. De toute façon, on va pas rentrer dans les détails de chimie, c'était juste. Mais effectivement, on utilise de l'oxygène, on brûle de l'oxygène, on va rejeter du CO2. Ok, mais du coup, tout ça pour dire quoi? C'est quoi les. Donc, pour dire que on peut faire le parallèle avec le chromosome Y, les mitochondries vont être exclusivement héritées de notre maman. Donc, puisque ça va être dans l'ovule en fait. L'ovule va contenir l'ADN et aussi la mitochondrie. Genre, ça compte une mitochondrie? Ouais, une mitochondrie. Non, pardon, il y en a plein. Ah, je me disais, c'est genre, hop, tiens, c'est ta première mitochondrie, mon bébé, fais des merdes. Non, il y en a plein dans chaque cellule, hein. Il y a plein de petites centrales énergétiques. Ok. Mais en tout cas, on l'hérite toujours de notre maman. Donc, voilà, moi j'ai hérité de ma maman, toi aussi. Et tu peux remonter, du coup de la même manière qu'on peut faire des lignées patriarcales, on peut faire des lignées matriarcales. Okay. Et donc si on fait ça, et pareil, si chaque femme vivante aujourd'hui regarde sa mère, sa grand-mère, regarde sa grand-mère, etc., on va pareil, à un moment on va converger, il n'y aura plus qu'une seule lignée. Et donc, de mitochondries. Ouais, et donc toutes les mitochondries sont héritées. Ça ne veut pas dire que c'est la même information génétique, puisque justement, il y a eu des mutations qui s'accumulent tout au long de cette chaîne. Et du coup, ça date de quand ça? On peut aussi à peu près, pareil, les estimations, c'est entre 100 et 200 000 ans, et très probablement quelque part en Afrique. Ok. Donc voilà, on a une grand-mère, tout le monde qui a lâché ses mitochondries qui a lâché sa mitochondrie et qui était africaine. Allez, Zemmour, si tu nous regardes ce soir... Ouais. Voilà, n'oublie pas que t'es africain, que t'es africain aussi.
de ton Adam Y et de ta maman mitochondrie là, donc voilà, Ouais. on est tous dans le même bateau sur cette belle terre qui est la nôtre. Et voilà, petit moment poétique et politique. Et tout ça pour dire que c'est quand même fou. Et vous arrivez à mesurer ça en fait? Comment Alors, comment en fait déjà bah, comment on peut savoir? comment on peut savoir? Donc ça, je suis pas spécialiste de ça du tout, hein, Ok. mais c'est Parce que je en trouve ça regardant le fou de génome et réussir puis enfin, juste en regardant le génome de personnes qui existent Ouais. maintenant, on Ouais. arrive à comprendre tout ça. en fait en regardant Ah, monter dans le passé, le nombre de mutations, donc on peut à peu près savoir. Donc si on regarde la diversité, enfin les nombres de mutations qui vont différencier deux personnes, on Ouais. peut estimer à peu près à quand remonte leur dernier ancêtre commun. Donc après il faut connaître l'histoire démographique. Voilà, en fait c'est ce qu'on appelle de l'inférence statistique. Donc avec des données génétiques observées à l'heure actuelle, on peut essayer, en tout cas, après c'est des modèles statistiques, encore une fois c'est pas parfait, on peut essayer de retrouver l'histoire démographique et généalogique des populations. Je trouve ça fou parce que tu vois, moi ce qui m'a toujours un peu fasciné dans l'astro, donc dans mon domaine de recherche, c'est qu'on n'a qu'une photo du ciel à un temps donné et en fait bah, on essaie de déprojeter tout ce qui s'est passé dans le temps, dans l'espace et tout. Mais au final, c'est un peu similaire avec ces sciences-là, quoi, parce que tu as juste la Terre maintenant, et en fait, comme tu essayes de retraduire ce qui se passait avant. Quelqu'un peut nous dire ce que ça veut dire N-1, s'il vous plaît, ou pas? Petite question hors sujet, mais si quelqu'un veut commenter sur ce N-1, ça m'intéresse, donc voilà, n'hésitez pas à dire ça. Je sais pas ce que ça veut dire, mais merci. Ah non, mais c'est Myriam en fait. Putain. Ok, bisous Myriam. Hors sujet, un avis. Arrête de troller, ouais. Un avis sur la vaccination à ARN de manière générale. Alors, moi je suis vraiment pas biologiste, donc je saurais pas répondre. Je suis pas biologiste non plus, hein. Je suis biologiste mathématicien, on va dire, mais oui, j'ai un avis, mais bon, faut pas trop forcément le prendre en compte. C'est ton avis en tant que personne et pas en tant que forcément chercheur, quoi, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, moi, j'ai compris plus ou moins le principe. Après, je suis pas du tout spécialiste de ça, donc. Je pense qu'on essaiera de faire venir des biologistes. Un moment, un ou une biologiste, Ouais. c'est sûr. Donc, on essaiera de répondre aux questions spécifiques plus comme ça, quoi. Ouais. Une super question intéressante que je vous posais aussi. Comment tu expliques le gap de temps entre 100 000 ans et 10 000 ans pour l'ancêtre commun? Donc entre... Ouais, c'est une très bonne question. Ouais, j'arrête pas de glisser, donc vas-y, parle. C'est une très bonne question. Donc, en fait, donc comme j'ai dit, cette personne, c'est ce qu'on appelle le dernier ancêtre commun le plus récent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Lucas, non? En anglais? Oui, c'est ça. Non, ça c'est Last Universal Common Ancestor. Donc ça, c'est l'ancêtre commun à tous les êtres vivants. Ah, pas que aux humains, mais pas que aux humains. Ah, ok. Ah oui, donc là, on va encore... Si on cherche notre ancêtre commun avec la banane... L'acronyme en anglais pour la personne dont je parle, c'est MRCA, The Most Recent Common Ancestor. Du coup, il s'appelle Marc, quoi? C'est tellement... Non, il s'appelle... MRCA. 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 Il s'appelle MRCA. Donc, appelons-le Marc. Hein, elle, oui. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que, par définition, il est... donc, la Ève mitochondriale et l'Adam Y sont des ancêtres communs. Ouais. Puisqu'on cherche le plus récent, il est forcément plus récent que chacun des deux. Mais il se pourrait que ce soit le plus récent des deux. Voilà. Mais... On se demande est-ce que c'est un Serbe? Je ne sais pas si c'est un Serbe. Est-ce que la Serbie avait un sens? Voilà, est-ce que la Serbie avait un sens? Mais en tout cas, donc, l'idée c'est que on peut justement... donc chacun va pouvoir remonter en suivant son arbre généalogique à cette personne, mais au lieu de se restreindre à suivre des lignées seulement de femmes ou seulement d'hommes, et ben on peut suivre un peu les deux. Donc on peut suivre notre père, puis notre grand-mère, et repasser à notre arrière-grand-père. Voilà. Et donc, c'est moins limitant quoi, en termes de... C'est moins limitant, voilà. Et du coup, cette personne va être a priori beaucoup plus récente. 10 000 ans, c'est fou quand même en vrai. Là, c'est l'info. Après, c'est basé sur des estimations, attention. Donc, on peut trouver un peu de tout. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est 5 000 ans.
selon les modèles, parce que c'est basé sur des modèles. Oui, bien sûr. Donc, en prenant en compte les scénarios de migration, etc., qui, eux, vont être corroborés par des fouilles archéologiques. Donc, c'est une science qui communique avec beaucoup d'autres sciences, comme l'archéologie, et voilà, pour recouper les informations, l'anthropologie également. C'est trop intéressant en vrai. Et toi, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que toi tu faisais du coup dans tout ça? Parce que tu avais un truc un peu particulier. Donc moi, ce que je reconnais, pour reprendre là où j'en étais tout à l'heure, ça fait un moment déjà, peut-être un quart d'heure, je disais qu'il y a... d'abord une petite question avant. Allez, une dernière. En génétique des populations, vous vous intéressez à l'ADN qui vient des hommes de Néandertal? Oui, alors oui. Tout à fait, il faut savoir qu'en moyenne, il y a à peu près 2% de notre ADN qui vient de Néandertal. Donc, selon la définition d'une espèce, il faut savoir qu'il y en a un peu des différentes. On peut entendre que Néandertal et Homo sapiens étaient deux espèces différentes. Si on définit deux membres de même espèce comme étant deux personnes qui vont être compatibles en point de vue sexuel, qui vont pouvoir se reproduire et avoir une descendance fertile, alors Néandertal et Homo sapiens étaient de la même espèce. Simplement, c'était des lignées différentes, donc des groupes. Il faut savoir que si deux groupes d'une même espèce vont être isolés géographiquement, par exemple, il ne va pas y avoir de transfert génétique entre ces deux populations. On nous précise 2% pour les Européens. 2% pour les Européens, oui. Ça dépend effectivement. Je crois que le plus, c'est quelque part en Asie. Mais effectivement, selon les groupes considérés, ce pourcentage change. Donc voilà, on s'intéresse à ça. Et en fait, donc les trois processus principaux qui vont influencer la diversité génétique, c'est les mutations, comme j'ai dit tout à l'heure. T'as switché là, tu parlais de Néandertal et t'es revenu sur cette phrase. Là, j'impose mon... Tu nous parlais de tes recherches, vas-y, parle de tes recherches. Parce que c'est important. Donc l'idée, c'est de voir comment le matériel génétique change dans une population. Et pourquoi. Donc les mutations, c'est ce qui va apporter un flot constant Oui, c'est vrai qu'on parlait de ça à la base. de diversité. Oui. Mais des tout petits changements. Des tout petits changements. Et à l'inverse, la sélection naturelle, ça va avoir tendance à réduire la diversité génétique. La quoi? La sélection naturelle? La sélection naturelle. Puisque si quelqu'un a une mutation génétique qui va être avantageuse, et par définition, il va avoir tendance à se reproduire mieux que les autres, à laisser plus de descendants. Et du coup, propager cette mutation qui lui confère un avantage évolutif. Donc ça va justement avoir tendance à réduire la diversité, puisque d'autres personnes qui n'ont pas cette mutation vont disparaître, et donc l'appareil génétique va s'étendre avec eux. Donc ça, c'est un premier processus. Et il y a aussi la dérive génétique. Donc ça, c'est un processus d'échantillonnage aléatoire, qui est en fait le fait que tout le monde ne va pas se reproduire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que certaines lignées, par hasard, vont s'éteindre, parce que tout le monde ne va pas laisser de descendants, ou le même nombre de descendants, donc il y a des lignées qui s'éteignent à tous les étages de l'histoire généalogique de l'espèce humaine, quoi. Mais donc ça, là tu as présenté donc les mutations qui font s'accroître la diversité, la dérive qui la fait décroître, et la sélection naturelle qui fait décroître aussi, quoi. Donc tu as deux mécanismes qui ont tendance à homogénéiser l'appareil génétique présent dans une population, et tu as un mécanisme qui va avoir tendance à le diversifier. Mais bon, quand on regarde quand même, genre si on se dit qu'on est tous descendus d'une personne il y a 10 000 ans, on est quand même très divers, donc en fait le mécanisme de diversification est plus fort que les autres. Pas tant que ça, justement, comparé à d'autres espèces, comme certaines espèces de grands singes. En fait, il n'y a pas tellement de diversité génétique dans l'espèce humaine. Ok. Et on sait comment ça se fait ou oui, c'est parce qu'on est une espèce assez jeune. Donc, en fait, globalement, si tu as une population qui se reproduit de manière homogène, donc ça veut dire que tout le monde, en gros, il n'y a pas d'isolation géographique. Donc, évidemment, c'est une approximation très grossière. Mais dans une telle population, la diversité génétique va être proportionnelle à la taille de la population. Et en fait, l'espèce humaine
il y a très longtemps, il y a des centaines de milliers d'années, en fait, il y a eu des goulots d'étranglement, puisqu'il n'y avait que quelques milliers ou dizaines de milliers de représentants de l'espèce humaine. On est parti, voilà. Donc, et d'ailleurs, nos ancêtres communs étaient évidemment parmi ces quelques milliers de personnes. Donc, on descend tous d'un nombre assez restreint de personnes. Et ce goulot d'étranglement, ça va, en fait, c'est de la consanguinité, hein, c'est un peu un gros mot qu'on a à tort, qui est à tort très, comment on dit, très tabou, mais en fait on est tous descendants de... Bah oui, d'un groupe assez réduit de personnes. Eh oui. Donc voilà, remettez-vous en question, remettons en question toutes nos origines ce soir, tous ensemble s'il vous plaît. Donc voilà, de par la jeunesse de l'espèce humaine, il y a assez peu de diversité génétique. Ok, même si... Xavier, t'as une question ? Pour revenir à la question de Mohan, donc la génétique suivrait un modèle cyclique avec des big crunch et big bang ? Cyclique, non, puisque c'est en perpétuelle évolution. Hein, voilà, c'est la théorie de l'évolution. Mais je pense plus cyclique dans le sens où genre... peut-être ça se diversifie, après ça se homogénéise, ça se peut-être... Il y a des goulots d'étranglement, mais à chaque goulot d'étranglement, l'espèce a un peu évolué, quoi. On n'est pas tout à fait pareil aux Homo sapiens d'il y a 20, 30, 100 000 ans, quoi. J'en ai une autre aussi de Dodger qui demande « Est-ce que nous cherchons encore le chaînon manquant ?» C'était quoi le chaînon manquant ? C'était genre qu'est-ce qui était entre nous et... Alors c'est un concept, le concept même de chaînon manquant, il est un peu dépassé en fait. Puisque dans le concept de chaînon manquant, il y a l'idée que en fait, les espèces évoluent de manière linéaire, et en fait c'est plus compliqué que ça. On cherchait genre c'était l'étape d'évolution entre nous et le singe. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a... donc la divergence, la création de nouvelles espèces, c'est un sujet de recherche en soi aussi. Et souvent, ça se passe par évolution géographique. Et donc, quand des groupes, donc deux groupes, imaginons, d'une même espèce, vont être pour une raison X ou Y, soit parce que l'une a migré, ou soit, j'en sais rien, elles sont séparées, isolées géographiquement. Donc, elles vont se mettre à évoluer. Hein. Il y a des mutations qui vont s'accumuler, qui ne vont pas être les mêmes. À tel point que après, au bout de, j'en sais rien, quelques millions d'années, si les deux espèces se recroisent, enfin les deux groupes se recroisent, il n'y aura plus compatibilité entre les deux. Et en fait, dans la plupart des cas, il y a toujours un peu de transfert dû au phénomène migratoire. Par exemple, avec Néandertal, quoi, c'est exactement ça. Il y avait quand même des contacts. Donc, si on regarde l'arbre phylogénétique, donc qui est un peu l'équivalent de l'arbre généalogique, mais pour l'ensemble des espèces, on va avoir donc plutôt qu'un arbre avec des branches qui remontent vers le tronc, on a aussi des transferts horizontaux dus à des phénomènes migratoires ou des échanges génétiques entre, du coup, pas des espèces différentes, mais des sous-groupes en tout cas différents. Donc, en tout cas, le concept de chaînon manquant est un peu dépassé. C'est trop d'actualité, quoi. Ouais. J'ai vu plein d'autres questions passer. Est-ce que tu voulais encore développer ton... Non, c'est... On peut répondre à la question ? Ouais. Donc l'idée, c'était genre que la population... la diversité génétique de la population évolue avec ces différents mécanismes de diversification et tout, et t'étudiais ça en gros. Ouais. Une question, par exemple, est-ce que... donc je crois que c'était deux questions qui étaient liées. Donc, par exemple, dans Fondation, il y a des sapiens, donc des espèces d'humains, qui s'adaptent génétiquement au voyage stellaire. Et du coup, est-ce que les astronautes, nous, évoluent quand ils sont dans l'espace pour s'adapter aux conditions spatiales ? Alors, ça dépend... tout est une question d'échelle de temps. Donc, il n'y a pas d'évolution... Je pense que c'est différent, parce que nous, c'est des astronautes, ils partent juste pour max 1 an, quoi. Et donc, en fait, ils ne vont pas faire des familles et se développer là-bas, quoi. Donc, c'est très lent, hein. Le taux de mutation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque personne va accumuler peut-être quelques dizaines de mutations par rapport à ses parents. Et pour que ça amène à une divergence d'espèces,
En fait, ça se déroule sur des millions d'années et c'est justement assez continu. Donc voilà, Ouais, un truc qu'on entend souvent, c'est que pour montrer à quel point c'est lent, c'est que par exemple, nous en tant qu'humains, en fait, on n'a pas tellement évolué depuis. Même depuis notre dernier ancêtre commun, non Il n'y a pas dû y avoir tellement de changements. Non, je pense pas. Disons que si on croisait quelqu'un d'il y a 10 000 ans, on pourrait probablement se reproduire avec lui. Ouais. Déjà que tu fais un petit sourire, on pourrait se reproduire avec lui. Vraiment, Antoine, il a commencé le live à draguer sur Insta, quoi. Ouais, c'est ça. Et à probablement avoir une descendance fertile. Donc tout va bien. Par contre, on peut ken dans le passé, c'est rassurant. Si on fait, donc pour reprendre ce phénomène de dérive génétique, on peut par exemple l'accélérer et on peut prendre l'exemple de l'espèce canine, des chiens. Ah oui, c'est vrai, ça c'est un truc. Donc c'est une espèce qui est très jeune, qui descend du loup. Et il y a une diversité qui est assez incroyable parce qu'on fait de la... On fait de la... Comment ça s'appelle de la sélection... pas naturelle, quoi, mais la sélection génétique, ce qu'on appelle la sélection génétique. Donc on va prendre des individus qui ont des caractéristiques précises et on va à chaque fois les faire se reproduire entre eux. Donc en fait c'est tout bonnement de la consanguinité, poussée à l'extrême. Et on va pouvoir en fait sélectionner des traits, artificiellement sélectionner des traits et accélérer ce phénomène de dérive génétique. Ouais, ils ont trouvé avec des espèces de chiens qui ne sont même plus fonctionnels en voilà, fait, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est parfois aussi un peu délicat de définir même le concept d'espèce, puisque en fait un chihuahua et un dog allemand par exemple, ils sont... c'est la même espèce au final. C'est la même espèce. Ouais. Après, en fait, ils vont pas, de manière pratique, ils vont pas pouvoir se reproduire, quoi. Mais si tu fais une fécondation in vitro, bah, ça va marcher. Ouais, t'auras un chien assez étrange, mais c'est possible. Je sais même pas sûr, mais normalement, c'est la même espèce. Je vais juste répondre à une question, parce que la semaine dernière, donc, on avait en live Jérémy qui faisait une deuxième thèse de philo. Donc là, Florian demande, est-ce que tu fais un second doctorat en génétique des populations après celui sur la physique des réseaux? Et non, mais je suis passé directement au postdoc, mais bon, dans les faits, j'ai dû me former à une nouvelle discipline. Donc, qui fait que voilà, je connais les principes dans les grandes lignes de la biologie, mais bon, par exemple, je ne vais pas être compétent pour parler des détails de l'ADN, de la réplication de l'ADN, etc. Je connais les aspects mathématiques de ce champ de recherche. Une autre question intéressante, et après je pense qu'on va prendre les quelques minutes de fin pour parler de ce que tu fais maintenant, mais quelle part de la variété génétique est due à des mutations plutôt qu'à transmission épigénétique? Tu peux répondre à ça? Tu peux relire la question, s'il te plaît? En gros, putain, j'ai perdu la question, mais dans le changement génétique, qu'est-ce qui vient des mutations? Donc tu parlais tout à l'heure, et qu'est-ce qui vient des changements épigénétiques? Donc ça, je pense que ça nous affecte. Je sais pas. Donc ça, c'est Est-ce que tu peux définir ce que c'est épigénétique déjà? Alors, épigénétique, c'est justement tout ce qui va pas être directement inscrit dans l'ADN. Donc, il faut savoir qu'en fait, l'ADN ne fait pas tout. Puisque avec un même ADN, on peut quand même avoir des différences, puisque selon l'environnement cellulaire, tout l'ADN ne va pas être exprimé et retranscrit de la même manière. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est plusieurs phénomènes qui vont influencer la manière dont... c'est comme si on avait un livre de recettes et qu'on avait plusieurs interprétations possibles de ce livre, avec donc tout le monde a le même livre, mais en fait tout le monde ne va pas avoir le même gâteau à la fin, quoi. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'épigénétique. Et ça, c'est des choses qui peuvent nous faire changer au cours d'une vie aussi. Oui, ça peut nous faire changer au cours d'une vie. Voilà, c'est l'interaction entre l'environnement et la génétique. Après, on a découvert récemment, donc ça c'est pareil, c'est très récent en fait, l'épigénétique, qu'on pouvait avoir des caractères épigénétiques transmis. Chose qu'on ne croyait pas possible dans la théorie orthodoxe de l'évolution depuis Darwin, quoi. On avait mis justement donc, la transmission des caractères acquis. C'est un concept qu'on avait abandonné. Ouais, donc en gros de se dire que quelque chose qui nous modifie dans notre vie, en fait, ça on peut le transmettre à notre descendance,
C'est très... Ouais. Bah, si c'est pas inscrit dans notre ADN, a priori on pouvait pas. En fait, il y a eu des expériences avec des souris qu'on a soumis à des traumatismes et on a observé que ce traumatisme pouvait être transmis à d'autres générations. Mais et quel type de traumatisme Du stress, voilà. Je ne me rappelle plus le détail, mais elles ont certainement pu passer un très bon moment. Mais du coup, ça veut dire que même nous, en tant qu'humains, potentiellement, genre les stress qu'on vit, on les transmet, quoi. Ouais, voilà. Je voudrais pas trop m'avancer parce que c'est très jeune comme et c'est encore très soumis jeune comme discipline, c'est encore soumis à débat. Ouais. Mais par contre, je ne sais pas du tout dans quelle proportion, mais a priori, c'est des proportions assez faibles. En tout cas, c'est ce qui fait consensus à l'heure actuelle. Ok, bah hyper intéressant encore, vraiment plein de sujets stylés. Mais là, on a atteint presque 1h30 de live, donc je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots maintenant qu'est-ce que tu fais? Parce que donc tu as fait de la physique des réseaux, tu as fait de la génétique des populations, et what's next? Voilà, what's next? Là, maintenant, je travaille avec mon grand frère. Qui m'a un peu pistonné, quoi. Lui travaille sur la biologie du sol, notamment le cycle du carbone et de l'azote dans le sol, et puis l'influence des pratiques agricoles sur le stockage de la matière organique dans le sol. Donc c'est des thématiques qui sont importantes, notamment à l'heure actuelle pour relever le défi du changement climatique. Le défi du changement climatique. Bref. Et voilà, un sujet différent, mais qui a l'air super intéressant aussi. Et donc là, je travaille sur un projet de 4 mois sur la biologie du sol et plus précisément sur des modèles qui analysent comment est stocké le carbone dans le sol, quoi. Voilà. Et comment évolue ce stock. Bah trop cool, en vrai là on va peut-être pas repartir sur ce sujet-là parce que là on va terminer, mais peut-être tu reviens d'ici quelques mois pour nous parler de ça en vrai, comment se fait le monde avec la biologie du sol et comment... Et les vers de terre. Et les vers de terre, grave, j'adore, tu peux nous ramener peut-être un petit... petit ver de terre hollandais exactement pour nous le présenter. Donc on essaiera de faire de toute façon, oui voilà... Antoine, c'est la famille, il reviendra raconter des trucs. Est-ce que ton frère est ministre de l'Environnement? Une petite question pour terminer. Non. Non, pas spécialement. Non. Donc, ok. En tout cas, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Moi, je trouvais ça hyper intéressant ce que tu nous as raconté ce soir, Antoine. Merci, c'était très sympa de m'accueillir sur le plateau de Space Apéro. Et du coup, la semaine prochaine, je sais pas si on aura un invité ou si on reparlera un peu d'astro. Après, j'ai une petite surprise. Pour mon anniversaire, j'ai eu un blob, donc si vous voulez, on pourra faire. on pourra parler du blob. J'en avais un, à l'époque. Que Raph m'avait filé d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai récupéré, il est encore sec, donc il faut que je le ramène à la vie. Donc peut-être qu'on pourra parler un peu de blob la semaine prochaine et voir ce que c'est et comment ça marche, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup à tous. Passez une bonne soirée et je dois faire un clap apparemment, donc bouchez-vous les oreilles, ça va être fort. Ciao.